Bon, bonjour à tous. Donc, on va continuer notre cours par rapport aux histoires d'audit. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la partie relative au rapport d'audit. Alors, comme on l'avait vu la dernière fois, tout audit doit se concrétiser par un document final que vous devez remettre à votre client. Généralement, le document final, c'est ce qu'on appelle le rapport d'audit. Donc, c'est le document qui va contenir toutes les informations relatives à votre travail parce que le client ne va pas évaluer ce que vous avez fait. Le seul document de référence qu'il possède et qui lui permettra de juger la qualité de votre travail et d'avoir ses conclusions, c'est le document qu'on appellera rapport d'audit. Alors, généralement, quand on fait une évaluation de risque, il faut savoir que le niveau de risque ou le niveau de sécurité est impacté par trois fonctions. D'abord, ce qu'on appelle l'impact, donc les conséquences du risque. Le deuxième point, c'est la potentialité, ça veut dire quelle est la probabilité que ce risque puisse subvenir et se réaliser. Le troisième point, c'est la criticité. Est-ce que c'est quelque chose de critique ou non? Si on prend un exemple, alors on va... Mais ça fait, tu es toujours là. Tu n'étais peut-être pas encore parti dormir. Non, je suis toujours là. Ok. Alors, supposons que ça fait que on te demande de faire une évaluation de risque au niveau de WebZoag. D'accord? Oui. Et qu'on te dise quelle est la probabilité que le data center de WebZoag soit inondé par de la lave volcanique. Ok. Quelle est la probabilité? Zéro. Voilà, zéro. Est-ce que c'est pas une zone volcanique? Ah bon? Ah, on va poser la question à Chelouah. Tiens, elle est là. Mademoiselle Chelouah, êtes-vous d'accord avec votre camarade Messafer? Non, elle n'est pas d'accord. Elle est où? Ah. On n'a pas de risque zéro, d'accord? Bon, je vous déplace ici. Ismaël, t'es là? Oui, monsieur. Alors, est-ce que tu es d'accord avec lui ou non? Tu es d'accord plutôt avec Amin ou là avec Maya? C'est juste que je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de risque zéro. D'accord. Alors, D'accord, d'accord, c'est pas effectivement, le risque zéro n'existe pas. La notion de risque zéro n'existe pas. Maintenant, par rapport au fait que le data center de Babjoua soit inondé par de la lave volcanique, un informaticien ne peut pas répondre à la question. Un informaticien devra se référer à un géologue ou bien à quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine pour lui dire est-ce que c'est une zone volcanique ou non? Et même si ça ne l'est pas, est-ce qu'il y a une probabilité qu'un jour qu'il y ait un volcan là-bas? Aussi simple que ça. Et là, un géologue va vous dire soit il y a un risque très faible, un risque minime, un risque moyen, un risque élevé, etc. Mais bon, je vous rassure, pour Webzoa, vous avez un risque minime, donc une potentialité très faible qui est inférieure à 5%. Donc, maintenant, toujours dans votre étude, si vous allez dire quel est l'impact. Alors, Amine, toujours, dites Beck, Oui, quel serait l'impact sur le data center s'il y avait de la lave? il sera détruit. Ah, t'es sûr? Il est en béton, hein? Ah? Il مخدوم بالبيطون. Ma cache, il n'y a pas d'impact. Je sais pas, je te pose la question. Je sais pas, il sera. Amine, Qu'est-ce معلش que ça nous va? معلش امين كي يضربوا لا لاف والبيطون شكون يربح؟ Déjà, parfois, on empêche la lave fait le bien. Non, sérieusement. Alors, entre lave et béton. Pardon? C'est ça, le bien. Béton يربح. Et tout. On a pas dit, j'ai pas fait. Bon.
Lasagne. Vous êtes sérieux? Avec une bête, on sait quoi? Avec quelle est la température de la lave ولا ما على بالكمش؟ Bon, avec quand vous êtes sur vos PC, tout de suite au Google, regardez la température de la lave. Et essayez de voir à quelle température fond l'acier. C'est quoi la lave? C'est de la roche en fusion. Le béton, c'est quoi? C'est des granulats. Donc, c'est des petits morceaux de roche. Alors, généralement, même si votre data center est fait en béton, même si le béton peut résister un certain temps, la température des murs extérieurs pourra s'élever jusqu'à 1000 degrés. Alors, imaginez-vous un équipement informatique dans un bâtiment à 1000 degrés. Quel sera le résultat? Mais ça fait. بالك. معليش لي صافي نحطك انت dans un bâtiment نحطو à 1000 degrés واش هيصير؟ ندوب. خلاص l'équipement informatique c'est la même chose. Donc quel sera l'impact sur ton équipement? Il sera détruit. Tout simplement. Maintenant, si tu auras à évaluer la criticité de ce risque, on va demander à Djibril là. Tu es là? Monsieur Djibril là, une fois. D'accord. Alors, selon toi, on a dit la probabilité qu'il y ait une fusion volcanique au niveau de Bebzoa est inférieure à 5%, que si elle arrivait, l'impact, ça va être la destruction totale du data center. Alors, dans ce cas-là, quelle est la criticité de ce risque? Inférieur à 5%. Ouais. 0,05%. Non, est-ce que c'est quelque chose de critique ou non? Tu as considéré. Oui, c'est critique. Pourquoi c'est critique? Déjà, les dégâts est vraiment énorme. Continue. Et la probabilité d'occurrence n'est pas très élevée. Oui, si la probabilité n'est pas très élevée, pourquoi tu vas dire que c'est critique? Plus ou moins. D'accord. D'accord. On va poser la question à Mademoiselle Agon. Alors, Agon, elle est là, pas là. D'accord, effectivement, Messafer vient d'écrire quelque chose, de copier quelque chose d'intelligent. Il est vrai que dans les faits, on vous dit que l'impact et la criticité sont deux facteurs à rapprocher. Parce que généralement, la criticité, on ne va pas forcément l'évaluer par rapport uniquement à la potentialité. Généralement, dans un premier temps, on essaie d'évaluer la criticité par rapport à l'impact qu'elle aura sur notre système. Maintenant, on vous dit l'impact de la vulnérabilité, et on essaie d'utiliser une méthode pour l'évaluer, c'est ce qu'on appelle la méthode CIA. Alors, ça veut dire quoi? Quel sera l'impact sur la confidentialité? Quel sera l'impact sur l'intégrité? Et quel sera l'impact sur la disponibilité? Donc, si on prend par exemple un buffer overflow, on vous dira qu'il peut corrompre la confidentialité, il peut corrompre l'intégrité, tout comme il peut corrompre
la disponibilité. Si on parle d'un déni de service, généralement, c'est uniquement la disponibilité. Ainsi de suite. Si on va parler de notre catastrophe naturelle, qui est une fusion volcanique, dans ce cas-là, ça va être tout simplement la disponibilité et l'intégrité qui vont être corrompues. On ne parlera pas de confidentialité parce qu'il n'y aura pas de vol de données, mais on parlera de disponibilité parce que le data center peut s'arrêter. Et on parlera d'intégrité parce qu'il va y avoir une corruption des données. Surtout que Webzoa, maintenant, c'est un centre de réplication. Alors, généralement, quand on essaiera de parler de potentialité aussi, on va essayer de parler de probabilité d'exploitation de cette vulnérabilité. Maintenant, quand on parlera de probabilité d'exploitation, ceci dépendra aussi de la source de la menace et du niveau d'accessibilité de cette vulnérabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette probabilité n'est pas propre à la vulnérabilité elle-même. Je m'explique. Si je vous dis, voilà, la vulnérabilité, c'est tout simplement un risque, comme on l'a dit tout à l'heure, volcanique. Donc, c'est un type de catastrophe naturelle. La probabilité qu'un volcan arrive ne dépend pas uniquement du volcan lui-même, mais il dépendra aussi de l'endroit dans lequel on est. Il dépendra aussi de la cible. Donc, il y a plusieurs paramètres qui peuvent impacter cette probabilité, si on veut. Si on va parler, par exemple, d'une vulnérabilité informatique. Donc, cette vulnérabilité va dépendre de quoi aussi? On va vous dire, par exemple, voilà, il y a une nouvelle faille qui a été découverte. Cette faille permet la prise du contrôle total de votre processeur à cause d'une faille qui se trouve au niveau de l'architecture même matérielle de votre processeur. Et que cette faille, pour l'exploiter, demande un certain niveau de ressources, certaines compétences, avec un accès physique, disons. Dans ce cas de figure, qu'est-ce que vous allez faire? Pour calculer la probabilité, donc ceci dépendra déjà de la cible. Alors, est-ce que la cible, elle a protégé ses serveurs ou non? Maintenant, si la cible, les machines pour lesquelles on est en train d'évaluer la potentialité de la vulnérabilité, sont dans un data center qui est fermé, non accessible, etc., on parlera d'une potentialité faible. Maintenant, si on parlera d'une cible où les machines se trouvent dans une zone à accès public, là, on va parler d'une potentialité très élevée. Pourquoi? Parce que le contexte a changé. Même si les deux machines ont carrément la même architecture physique, si elles ont la même configuration logicielle, mais de par le fait de leur emplacement et de la nature même de la vulnérabilité, la probabilité va changer. Pour ça que je vous dirais que la potentialité ne dépend pas uniquement de la vulnérabilité elle-même, mais elle dépend d'autres paramètres. On prend toujours dans cet exemple, si on considère par exemple que l'exploitation de la vulnérabilité demande un certain niveau de ressources qui n'est pas à la disposition des personnes physiques. Donc il faudra que ce soit une personne morale, donc une organisation ou autre. Dans ce cas-là, pour pouvoir définir la potentialité de la vulnérabilité, il faudra d'abord essayer d'étudier qui pourra éventuellement attaquer notre cible. Ce n'est qu'une fois qu'on aura essayé de voir qui pourra éventuellement l'attaquer et est-ce que l'attaquant a les motivations nécessaires pour le faire, qu'on pourra évaluer la potentialité de la vulnérabilité. Généralement, quand on essaye d'évaluer la criticité d'une vulnérabilité, donc, on essaye d'évaluer ça sur une échelle, disons, de valeurs. Généralement, il y a plusieurs types d'échelles. On va prendre comme exemple l'échelle que vous voyez à l'écran, qui est composée de 4 niveaux. Donc, mineure, moyenne, importante et critique. On parlera d'une vulnérabilité dont le niveau de criticité est mineur si le problème généré est un problème qui est sans conséquence directe pour la sécurité du système, mais pourra fournir, par exemple, des informations techniques. Là, on parlera, par exemple, de fuite de données. Par exemple, tout ce qui est grappe de bannière, etc. Là, on parlera de ce qu'on appelle une vulnérabilité mineure. Le deuxième niveau, on parle de vulnérabilité moyenne.
là, on vous dira, c'est des problèmes qui peuvent être indirectement à la source d'une intrusion. Alors, qui peut nous donner un exemple? Boutiba, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une vulnérabilité qui a un niveau de criticité moyen? Vulnérabilité technique. Ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Ça peut être technique comme ça peut être non technique. À vous de proposer. Proposez ce que vous voulez. Euh, Par exemple, faille XSS. Comment elle peut être... donnez plus de détails à vos camarades. Si, par exemple, Définissez l'attaquant la, pose la- une faille XSS, euh, bon, ça dépend de ce qu'il peut faire avec la faille. S'il n'a pas accès, s'il n'est pas en contact avec un administrateur, il peut avoir accès au compte normal. Donc, il n'est pas privilégié. D'accord. Il n'a pas un compte privilégié. Alors, Donc, effectivement, une faille XSS, si on prend le cas d'une faille XSS non persistante, là, on peut considérer tout simplement que c'est une vulnérabilité de niveau moyen. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle pourra donner accès à un compte et ce compte pourra être utilisé pour faire une intrusion par la suite. Donc, si vous voulez, on parlera de vulnérabilité de niveau moyen lorsque cette vulnérabilité donne accès à un outil ou bien va donner accès à une information ou bien va donner accès à une autre vulnérabilité qui, elle, permettra l'intrusion directe. On parlera par contre de vulnérabilité importante lorsque c'est un problème qui va être directement la cause d'une intrusion. Mais seulement, cette cause est difficilement exploitable. Donc, ce n'est pas, par exemple, on ne va pas dire que c'est un port qui est ouvert non protégé et qui permet l'intrusion directe. Là, ce n'est pas une vulnérabilité importante, ça deviendra critique. Une vulnérabilité importante, c'est tout simplement un problème pouvant permettre une intrusion, mais dont le niveau d'exploitation est difficile. On va demander à Monsieur Dagaji de nous donner un exemple. Monsieur Dagaji, pouvez-vous nous donner un exemple d'une vulnérabilité importante? Alors, je répète. Ah, vous pensez. Allez-y, pensez. Alors, pendant que Monsieur Dagaji réfléchit, on va voir avec Monsieur Sitouah s'il a quelque chose à nous proposer. Ça reste une proposition, Monsieur Dagaji, assez correcte. Oui. Par exemple, euh, l'installation d'un script qui permet l'accès à distance. Oui, mais où est la vulnérabilité? Là, vous êtes en train de me donner l'exploit et Par, non ex- pas la par, ex- par, vulnérabilité. par exemple, un employé clique sur un lien malveillant Je et répète, télécharge quelque chose de malveillant. je répète, ça c'est un exploit et non pas une vulnérabilité. Non, La la vulnérabilité, vulnérabilité ici, c'est l'employé lui-même. euh, là, tu vas pas considérer que c'est une vulnérabilité de niveau important. Pourquoi? Parce que c'est un accès indirect. Est-ce que tu accèdes directement via l'employé? Non, c'est un accès indirect. Tu as utilisé du social engineering, donc c'est une vulnérabilité moyenne et non pas importante. Par contre, ce que vient de donner votre camarade alors, Dagaji. Alors, Dagaji, lui, vous dit, si nous avons une vulnérabilité de type buffer overflow exploitable dans le heap. Là, ça reste une vulnérabilité qui peut donner un accès, mais qui reste quand même difficilement exploitable. Par contre, on parlera d'une vulnérabilité critique, bien d'un problème critique. C'est un problème qui va permettre tout simplement un accès rapide pour la prise du contrôle du système.
Alors, généralement, quand on parle d'impact, potentialité et criticité d'une vulnérabilité, il faut savoir que la criticité des vulnérabilités, leur accessibilité, le niveau de menace sur l'environnement du système peuvent être évalués, comme on l'avait dit tout à l'heure, sur 4 niveaux. Donc là, le niveau de sécurité est proportionnellement inversé par rapport au niveau de criticité. Et là, on parlera de 4 niveaux, niveau 1, 2, 3 et 4. Donc, on part du niveau bon, moyen, faible et aucun niveau. Alors, on revient maintenant vers notre rapport. Alors, il faut savoir que votre rapport d'audit doit être composé de 6 parties que vous devez développer. La première partie, c'est l'objectif de l'audit. Et essayez d'imaginer ça comme un mémoire composé de 6 chapitres. Donc, vous avez le premier chapitre, c'est l'objectif. Le deuxième, c'est ce qu'on appellera le guide opérationnel. Le troisième, c'est la synthèse générale. Le quatrième, c'est l'analyse globale. Le cinquième, l'analyse de vulnérabilité. Et la dernière partie qui est les recommandations. Comme on l'avait dit au départ, il faut savoir que le rapport ne s'adresse pas à un public homogène. Donc, il s'adresse à plusieurs catégories de personnes. Alors, vous allez avoir les informaticiens qui doivent le lire et le comprendre. Vous allez avoir le manager, donc celui qui va payer, qui doit pouvoir le lire, le comprendre et comprendre surtout la gravité et l'importance de la chose. Et là, vous comprendrez que vous avez deux catégories de personnes qui ont deux niveaux complètement différents. Donc, si vous utilisez le même langage pour les deux, soit vous allez tomber dans le cas où vous allez utiliser un langage simplifié pour que le manager puisse comprendre. Et dans ce cas-là, vous allez tomber sur des informaticiens qui vont vous dire c'est un rapport nul, non technique, qui ne vaut absolument rien, qui donne aucun détail, donc ça vaut même pas la peine. Et ils vont vous descendre en flèche. Soit vous allez utiliser un langage purement technique pour que disons, les informaticiens puissent comprendre réellement le fond du problème, comprendre comment vous avez fait, etc. Et là, vous allez avoir un manager qui va vous regarder, il va vous dire, moi, j'ai rien compris. Vous avez utilisé un rapport, c'est bien, il est volumineux, il y a plein de mots bizarroïdes à l'intérieur. N'étant pas informaticien, je ne comprends rien, donc je ne vois pas l'intérêt de ce rapport. C'est pour cela que le rapport doit être partagé en plusieurs parties, où chaque partie de votre rapport va s'adresser à un public distinct. Donc là, maintenant, on va essayer de voir chacune de ces 6 parties, qu'est-ce qu'elle doit contenir et à qui elle doit s'adresser. Alors, on va commencer par la première partie qui est l'objectif de l'audit. Alors, il faut savoir que cette première partie elle-même est divisée en 4 parties. Bon, quand je dis 4 parties, ça ne veut pas dire 4 chapitres ou autre. Alors, la première partie, vous allez parler du contexte de votre audit. Quand on parle du contexte, ça veut dire pourquoi vous allez faire cet audit, dans quel cadre, chez qui, etc. La deuxième partie, vous allez parler du but. C'est quoi l'objectif de cet audit? Est-ce que c'est rechercher des vulnérabilités? Est-ce que c'est tout simplement surcharger le système? Donc là, vous allez expliquer, vous voulez atteindre quel objectif en faisant cet audit. La troisième partie, vous allez définir si c'est un pentest ou non. Si c'est un pentest, est-ce que c'est un pentest interne? Est-ce que c'est un pentest externe? La quatrième partie, vous allez expliquer le niveau de sécurité que vous attendez ou bien la politique de sécurité que vous allez vérifier. Et là, vous remarquerez que les 4 parties sont antagonistes en quelque sorte. Il y aura certains types de rapports dans lesquels on ne peut pas avoir les 4 parties. Pourquoi? Alors, imaginons que vous êtes en train de faire tout simplement auditer une entreprise. Le but de l'audit, c'est la découverte des vulnérabilités pouvant être exploitées par un attaquant externe. Le type d'audit, c'est un pentest de type boîte noire externe.
Vous n'allez pas dire que voilà, je m'attends à trouver tel niveau de sécurité. Vous n'avez aucune idée du niveau de sécurité que vous attendez. Vous n'allez pas dire que je vérifie une politique de sécurité. Vous n'êtes pas en train de faire un test de conformité. Donc, dans ce cas de figure, le quatrième point ne sera même pas abordé. Bon. Par contre, si vous étiez dans un contexte où vous allez dire, voilà, nous travaillons pour le compte de telle entreprise, l'objectif de l'audit, cette entreprise a mis en place une politique de sécurité depuis 6 mois ou bien depuis 9 mois, vous précisez la durée, et elle aimerait savoir est-ce que cette politique est réellement implémentée de manière correcte sur le terrain ou non. Donc là, vous définissez un contexte. En même temps, vous parlez de votre but. Donc, vous parlerez de votre but. Vous direz le but de l'audit, tout simplement, c'est de faire une évaluation de conformité de ce qui est implémenté par rapport à ce qui est mis dans la documentation de sécurité de l'entreprise. C'est un test, pour le type de test, vous allez dire c'est un test de type test de conformité qui se fait de manière interne et externe. Et vous allez expliquer, voilà, notre but, c'est de vérifier, est-ce que telle politique, vous allez écrire le nom de la politique, la référence, l'OID de la politique, c'est là un OID, c'est là un ISBN, vous allez définir l'ISBN de la politique, etc. Donc, mettre tous les identifiants de la politique. Vous allez la joindre en annexe de votre rapport, dire qui est aussi jointe à l'annexe numéro XYZ, que nous devons vérifier. Donc là, vous voyez que l'approche dans la partie objectif de l'audit va changer en fonction déjà même du type d'audit que vous allez faire et de la nature de l'audit que vous êtes en train de préparer. Alors, la deuxième partie de votre rapport sera ce qu'on appelle le guide opérationnel. Alors, le guide opérationnel, c'est tout simplement ce qu'on appelle un guide de lecture du rapport. Donc, c'est dans cette partie que vous allez expliquer au lecteur comment est-ce qu'il va lire votre rapport. Donc, vous allez expliquer c'est quoi le plan du rapport. Donc, vous allez mettre une partie dans laquelle vous allez dire ce rapport est composé de 5, 6, 7 parties, etc. Chaque partie, voilà ce qu'elle contient. Chaque partie à qui elle est destinée. Par exemple, vous allez dire la partie 1 est destinée, par exemple, au manager de l'entreprise ou bien ce qu'on appelle au top level. La partie 2, elle est destinée au département RSSI ou bien au département informatique. La partie 3, voilà ce qu'elle décrit. La partie 4, voilà ce qu'elle décrit. Elle s'adresse à tel type de personne. Ensuite, si vous avez utilisé des abréviations, c'est là que vous allez rajouter un tableau des acronymes et abréviations dans lequel vous allez dire par exemple, MITM correspond à Man in the Middle, SSL c'est Secure Socket Layer, etc. Ensuite, si vous avez utilisé un vocabulaire spécifique, donc vous allez rajouter un petit glossaire dans lequel vous allez expliquer ce que vous avez utilisé comme mot technique. Et si vous avez défini vos propres niveaux de criticité ou de risque utilisés, c'est là que vous allez rajouter un document, un tableau ou autre de ce type-là. Pour dire, voilà, pour nous, on considère 4 niveaux de criticité ou bien 5 niveaux de criticité. Niveau 1 qui est critique, par exemple, correspond à ceci. Niveau 2 correspond à cela. Niveau 3 correspond à ça. Et niveau 4 correspond à ça. Niveau 5 correspond à ceci. Ensuite, vous allez rappeler le périmètre de l'audit. Le périmètre de l'audit, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous avez le droit d'auditer selon votre contrat? Qu'est-ce que vous n'avez pas le droit d'auditer? Vous allez rappeler, par exemple, voilà, nous, dans le cas de cet audit, on va faire un audit de l'extérieur. On a le droit d'utiliser telle et telle technique. Nous n'avons pas le droit, par exemple, de faire du social engineering. Nous n'avons pas le droit de faire un déni de service conformément aux clauses contractuelles définies avec tel client. Donc, c'est là que vous expliquez votre périmètre. Maintenant, si vous avez le droit d'accéder à l'entreprise, vous précisez, nous avons le droit d'accès à l'entreprise pour faire tel et tel, etc. Donc, de telle manière que celui qui va lire cette partie pourra savoir quelle partie il va lire par la suite. Il pourra savoir quelle est votre mission. Elle se limite à quoi? Si vous n'avez pas fait tel et tel type de test, c'est parce que il y a des limitations qui sont définies dans le périmètre, etc. Alors, la troisième partie, c'est ce qu'on appelle la synthèse générale.
Alors, c'est la partie qui est destinée à ce qu'on appelle le top manager, top management, ou bien le top level, ou bien les décideurs, les responsables, bon, appelez-les comme vous. Il faut savoir et voir deux choses. D'abord, que un décideur n'est pas forcément un technicien. Ça peut être un littéraire, ça peut être quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'informatique, ça peut être un informaticien aussi, ça peut être un passionné. Donc, ça, il peut avoir n'importe quel profil. Donc, il faut savoir utiliser quel langage avec lui. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est qu'un décideur, surtout dans une grande société, c'est quelqu'un qui n'a pas le temps. Donc, si vous lui donnez un document sur 50 pages, il ne le lira jamais. Vous lui donnez un document sur 10 pages qui ne l'intéresse pas, il ne le lira jamais. Il va le prendre, je vais le donner à une secrétaire, le donner à un de ses adjoints, tac, tu gères ça. C'est pour cela que généralement, une synthèse générale, ça doit être un document qui ne dépasse pas les 2 pages. Je dis bien, la synthèse générale est un document qui ne doit pas dépasser les 2 pages, pas plus. Dans cette partie, d'abord, vous n'allez pas utiliser de mots compliqués. Quand je parle de mots compliqués, je parle de termes techniques complexes, d'accord? Et cette partie doit être structurée de cette manière. D'abord, vous allez commencer par citer les points forts. Oui, vous n'allez pas aller chez quelqu'un en disant votre sécurité est zéro, il ne vaut rien. C'est pas diplomatique, c'est pas une manière de s'adresser à un client. N'oubliez pas que c'est celui qui va vous payer. Et il ne s'agit pas de lui faire peur rien que pour le plaisir de lui faire peur. En cassant, par exemple, les équipes qu'il a ou les gens qui ont travaillé avant vous ou autres. Donc, c'est pour ça que vous commencez toujours par citer les points forts de son réseau, ou bien de son système, ou bien de la partie que vous avez auditée. Ensuite, on ne parlera pas de points faibles, mais on parlera de points à améliorer. Ensuite, vous allez citer les points qu'il devra améliorer. Voici les choses à améliorer. Une fois que vous avez cité les choses à améliorer, c'est là que vous allez donner votre analyse générale du niveau de sécurité. Analyse générale, ça veut dire votre propre évaluation du niveau de sécurité. Et pour finir, vous allez sortir avec une conclusion générale. Ça doit être une partie courte, concise, qui donne une idée de manière simple de la gravité de la chose si la situation est grave, et qui doit surtout permettre à la personne qui le lit de prendre en de prendre connaissance de l'importance de la chose et de la criticité de la chose, si la chose est critique. Alors, tout à l'heure, nous avons dit que vous allez parler du niveau de sécurité global. Généralement, il n'y a pas plus parlant qu'un graphe ou qu'un schéma. C'est la chose qui vous permettra de mieux expliquer la chose et permettra à la personne en face de vous de voir réellement, d'imager la chose, surtout s'il n'est pas du domaine. Généralement, pour modéliser les choses de manière graphique, on utilise la forme que vous voyez ici, où chaque sommet correspond à une partie du réseau audité ou bien des systèmes audités. Donc, par exemple, on peut pas parler de la partie réseau, on peut parler de la partie web, on peut parler de la partie système, on peut parler de la partie applicatif, etc. Et pour chaque partie, bon, là, le dessin, j'ai eu la flemme de tout faire, mais normalement, vous devez avoir 5 formes concentriques pour avoir le niveau 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et pour chaque point que je viens de citer, vous devez donner une note de 0 à 5. Une fois que vous avez donné une note, vous allez dessiner une forme géométrique à l'intérieur et vous allez expliquer à votre client que que ce qu'il y a en dehors de votre forme géométrique, c'est ce qui lui manque en matière de sécurité pour avoir un très bon niveau de sécurité et que l'air ou la surface
qui est à l'intérieur, c'est son niveau de sécurité. Et en vertu de la surface couverte, il pourra estimer son niveau de sécurité par rapport à ce qui devrait être son niveau de sécurité. C'est-à-dire, même s'il n'a rien compris avant à ce que vous racontiez, en voyant ce schéma, il pourra avoir une idée de ce qu'il a et de ce qui lui manque. Alors, la quatrième partie de votre rapport, c'est l'analyse globale. Alors là, c'est vraiment la partie qui va s'adresser aux gens du domaine, donc à des informaticiens, des techniciens, etc. Donc là, vous ne devez pas hésiter à utiliser des termes techniques, à donner des informations techniques et surtout à fournir des preuves de tout ce que vous dites. Alors, cette partie, qu'est-ce qu'elle va contenir? Elle va contenir d'abord les informations générales. Donc, tout ce que vous avez fait comme collecte d'informations. Donc, la liste des réseaux, les plans d'adressage, les niveaux de sécurité agrégés par plage, les schémas de réseau si vous avez pu les avoir, les énumérations des systèmes détectés, détails, marques, modèles, OS, niveau de sécurité agrégé si vous arrivez à l'avoir, l'énumération des services, description et criticité des vulnérabilités. Par contre, là, comment vous allez organiser les choses? Donc là, l'organisation dépendra de vous, à vrai dire. Vous pouvez séparer l'organisation par profil. Donc là, vous commencez par dire, je commence par les clients, ensuite je parle des serveurs, ensuite je parlerai des équipements réseau. Ou bien vous pouvez procéder autrement, vous allez parler du périmètre extérieur, ensuite le périmètre intérieur. Ou bien vous parlerez en vous basant sur le plan fonctionnel. Donc par exemple, tel pôle qui s'occupe de telle tâche, voilà les informations qu'il concerne, etc. Donc là, ça viendra avec l'expérience et en fonction même de votre client, c'est à vous de décider comment vous préférez organiser les choses. Donc, une fois que vous avez décliné toute cette partie, par contre, avant que j'oublie, pour chaque information que vous donnez, vous devez donner la preuve de l'information. Ça veut dire si vous allez lui dire, voilà le plan d'adressage, vous allez donner une capture d'écran de ce que vous avez fait avec le moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'à chaque fois que vous travaillerez sur votre audit, chaque fois que vous avez un résultat, vous devez faire des captures d'écran. Pourquoi on fait des captures d'écran? Les captures d'écran, c'est des preuves de ce que vous avez fait. Pour pouvoir dire à votre client, j'ai fait telle chose, voilà la preuve. Parce que le client peut à tout moment nier. Maintenant, en faisant vos preuves, il faudra dater aussi vos preuves. Ça veut dire quoi? Que quand vous allez faire votre audit, on avait parlé un peu comment on appelle ça? Du contrat. Malheureusement, bon, on n'a pas fait TP la dernière fois, donc on n'a pas pu voir le contrat dans le détail. Mais bon, je discuterai par la suite avec votre délégué pour voir quand est-ce qu'il y a possibilité de récupérer la séance de TP perdue. Donc, je disais, quand on fait le contrat, il va décider de parler avec vous, il va vous dire, voilà, moi, l'audit, je veux que vous le fassiez de telle heure à telle heure. Ça veut dire qu'en dehors des heures autorisées, vous n'avez pas le droit d'auditer. Ça veut dire si dans votre capture d'écran, par exemple, vous avez fait un Nmap ou n'importe quoi, et qu'il a vu que l'heure qui figure sur la capture d'écran, elle est en dehors des plages d'horaires autorisées, ça va chauffer pour vous. Il peut carrément ne pas vous payer pour rupture de clause contractuelle. Il peut même vous attaquer en justice. C'est pour cela, quand vous allez faire vos captures d'écran, vos captures d'écran, vous devez laisser paraître toujours l'heure à laquelle l'opération a été effectuée. Soit que la commande que vous avez lancée elle-même fournit l'heure, soit vous laissez apparaître la partie de votre écran dans laquelle on peut voir l'heure pour pouvoir dire, voilà, telle opération a été faite tel jour, à telle heure, capture d'écran à l'appli, pardon. Alors, on avait dit, une fois que l'analyse globale a été finalisée, il va falloir faire ce qu'on appelle l'analyse des vulnérabilités. Donc là, vous allez démontrer toutes les fuites d'informations, qu'elles soient publiques ou techniques. Toutes les vulnérabilités, vous allez les lister de manière exhaustive. Vous allez faire en détaillant ces vulnérabilités de manière technique, en démontrant les références CVE si possible. Vous allez définir pour chaque vulnérabilité que vous avez découvert les méthodes d'exploitation qui sont utilisées. Donc, vous allez expliquer avec des captures d'écran comment vous avez exploité cette vulnérabilité. Ensuite, vous allez faire des recommandations. Alors, les recommandations, ça peut être de différents types de recommandations. Ça peut être recommandations de mise à jour, si vous découvrez qu'un service est obsolète.
Ça peut être une recommandation de patch s'il y a eu des vulnérabilités qui ont été patchées et que le client ne l'a pas fait. Ça peut être des recommandations de type changement de configuration parce que son équipement est mal configuré ou bien ses logiciels sont mal configurés, par exemple au niveau de ses serveurs Apache ou autres. Ça peut être des règles de réseau que vous allez demander à ce qu'ils mettent en place. Je prends un exemple très simple. Il autorise les transferts de zones DNS, or c'est une grande vulnérabilité qui ne lui sert à rien. Ou bien carrément des règles du pare-feu que vous considérez que certains types de paquets peuvent traverser le pare-feu, or ils ne devraient pas le faire, etc. Ensuite, une fois que vous avez terminé la partie analyse de vulnérabilité, on arrive à la partie recommandation. Alors, dans la partie recommandation, ça va être un résumé des recommandations que vous avez fait tout à l'heure. Donc, ça va être des recommandations génériques et générales. Donc, il faut savoir qu'il est important de faire le listing des correctifs importants uniquement. Pourquoi on vous parle des correctifs importants? Parce qu'il faut savoir qu'en règle générale, on vous dit que 20% des vulnérabilités induisent beaucoup plus de 80% du risque. C'est-à-dire que vous pouvez trouver 100 vulnérabilités, mais c'est uniquement 20, il y a 20 vulnérabilités qui vont causer 80% du risque que vous avez évalué. Or, les 80 autres vulnérabilités ne représentent que des risques mineurs. C'est pour ça que dans la partie recommandation, vous allez prioriser vos risques. Vous n'allez pas procéder par manière chronologique, mais vous allez commencer par la vulnérabilité la plus importante pour aller vers la vulnérabilité la moins importante. Maintenant, si durant votre audit, vous n'avez trouvé que 10 vulnérabilités, donc c'est facile, vous allez mettre les 10 vulnérabilités dans la partie recommandation en disant telle vulnérabilité, voilà la recommandation qu'on propose. Maintenant, si vous avez trouvé beaucoup plus de vulnérabilités, disons une cinquantaine, là, dans ce cas de figure, il est clair que dans la partie recommandation, vous n'allez pas énumérer 50 vulnérabilités. Celui qui va avoir ce détail, il n'aura qu'à partir dans la partie précédente. Donc, quand je dis la partie précédente, ça veut dire tout simplement, pardon, ça veut dire tout simplement dans le chapitre 5, dans lequel il pourra trouver l'ensemble des vulnérabilités que vous avez énumérées. Et là, il va tout simplement rentrer dans le détail, étudier la chose, etc. Alors, une fois que vous avez finalisé vos recommandations, donc, comme je disais tout à l'heure, le rapport doit être un rapport très technique, mais comme on l'avait dit, il va y avoir toujours une partie pour le décideur sous forme de tableau de bord de préférence. Quand vous allez avoir un audit de conformité, il faut toujours faire une comparaison entre la politique de sécurité plus la sécurité liée à son activité. Et là, vous allez essayer de constater et de discuter avec le commanditaire de votre audit. Pourquoi vous allez discuter avec lui? Parce que tout simplement, que vous n'allez pas faire l'audit de manière aveugle par rapport, par exemple, à une norme 27000, ISO 27000 ou autre. Parce que lui, il aura une partie qui est liée à son activité. Imaginons que ce soit un groupe pharmacologique. Donc, lui, il a déjà des recommandations liées au domaine pharmacologique qu'il doit respecter. Donc, c'est à lui de vous fournir ces normes dans le cas où vous ne les avez pas. Il faut savoir aussi qu'un bon rapport, c'est un rapport qui est clair, qui est accessible, ça veut dire n'importe qui peut le comprendre, qui est démonstratif, donc qui démontre les choses de manière très méthodologique, et surtout qui est didactique. Didactique pour dire que celui qui va le lire va l'utiliser pour apprendre. Ça veut dire que grâce à votre rapport, il va apprendre des choses qui concernent, disons, le métier qu'il est en train de faire ou autre. Parce que votre but n'est pas uniquement en tant qu'auditeur de découvrir les vulnérabilités, mais de permettre à votre client de les corriger. Pour les corriger, les patcher ou autres, il doit les comprendre. Il doit comprendre comment vous avez exploité les choses. C'est pour ça qu'on met, que je vous ai dit dans le cours, qu'on met un NDA. Et que dans le NDA, on ne protège pas que le client, on va vous protéger vous aussi. Donc, comme vous allez lui apprendre comment faire la chose, vous allez vous arranger pour que ce que vous lui apprenez reste confidentiel, qu'il reste à son niveau, qu'il ne le publie pas partout. Maintenant, il y a aussi une chose importante. Si possible, on dit bien si possible, vous devez donner des indications du coût
ou des moyens à mettre en œuvre pour les appliquer. Pourquoi? Parce que là, vous allez donner des recommandations. Votre client, vous allez lui donner les recommandations les plus importantes, mais lui, il n'a aucune idée de ce que ça va lui coûter. Il se peut, par exemple, c'est des recommandations qui vont lui coûter 100 000 dinars, comme ça peut être des recommandations qui vont lui coûter 30 millions de dollars. Maintenant, le client, lui, n'oubliez pas que c'est une entreprise de business. Donc, objectif, rentabilité. Donc, elle ne va pas forcément corriger toutes les vulnérabilités si le coût est extravagant. Elle va essayer de prioriser en fonction de l'impact, de la criticité et du coût aussi. Maintenant, n'oubliez pas un détail, il ne faut pas donner le prix exact parce que vous serez responsable de ce prix et vous devez donner une approximation, donc une indication du coût. Et aussi, ne jamais fournir de marque, ne jamais fournir un fournisseur, c'est pas votre travail. Vous, votre rôle, c'est de dire, voilà mes recommandations de sécurité. Recommandation 1, si vous arrivez à le faire, va vous coûter entre, par exemple, 100 000 et 150 000 dollars. Recommandation 2 va vous coûter entre 10 à 15 000 dollars, etc. Aussi, comme je l'avais dit tout à l'heure, il est très important de prioriser et d'ordonner. Maintenant, il faut savoir aussi qu'il y a des prestations complémentaires qui peuvent être proposées. La première prestation, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la mitigation. La mitigation, c'est quoi? C'est la correction des vulnérabilités, donc l'application des recommandations importantes. Donc là, ça va être, vous pouvez proposer ça à votre client, donc ça fera l'objet d'un deuxième contrat par la suite, dans lequel il va vous donner le rapport d'audit, il va vous dire, voilà, corrigez-moi telle et telle vulnérabilité. Ou bien, je dis bien ou bien parce que vous ne pouvez pas faire les deux, vous pouvez faire ce qu'on appelle un second audit après mitigation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura quelqu'un qui est soit employé dans l'entreprise elle-même du client, soit un autre prestataire qui va venir corriger les vulnérabilités. Donc, vous pouvez faire une proposition en lui disant, une fois que vous avez corrigé les vulnérabilités, on peut faire un deuxième audit pour vérifier si elles ont été patchées correctement ou non, et si c'est toutes les vulnérabilités qui l'ont été ou non, etc. Ou bien tout simplement, on peut vous solliciter pour faire ce qu'on appelle un contre-audit. Un contre-audit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui a fait un audit de sécurité, comme celui dont on vient de parler, qui a remis un rapport, mais que le client reste sceptique. Sceptique dans le sens où soit qu'il doute que certaines choses n'ont pas été faites, soit qu'il doute que le prestataire a exagéré des choses, donc il a inventé des vulnérabilités qui n'existent même pas, mais qu'il n'a pas le personnel pour vérifier ça. Il faut savoir que ce n'est pas toutes les entreprises qui ont un service IT qui est conséquent, qui est capable de faire ce genre de choses. Donc, il fait appel à vous pour vous dire, voilà, je veux un contre-audit. Maintenant, dans le contre-audit, il y a deux types de contre-audit. Il y a un contre-audit où on vous donne le rapport d'audit initial et on vous demande de vérifier est-ce que réellement tout ce qui a été dit est vrai et est-ce qu'il n'y a pas des choses importantes qui ont été omises ou ignorées. Et il y a le contre-audit pour lequel on vous appelle, on ne va rien vous fournir, on va vous dire, voilà, auditez-nous telle entreprise ou tel réseau, et on va comparer les deux rapports d'audit pour voir est-ce que vous allez dans le même sens ou bien vous allez dans un autre sens. Alors, est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Monsieur Messafer, vous avez des questions? Oui, mais je relève un peu rédigé. Monsieur, est-ce qu'un auditeur doit savoir corriger les vulnérabilités? Ben oui, ça va de soi. D'accord. C'est la moindre des choses. Vous pouvez, chef, si tu n'arrives pas à corriger les vulnérabilités, c'est que tu ne maîtrises pas tes vulnérabilités. Parfois, on peut savoir l'exploiter sans pour autant la corriger. Euh, non, C'est pas logique. Ok. c'est pas logique. Sauf si tu utilises un scanner, un outil qui va exploiter à ta place. Donc oui, là, ça devient logique. Il y a quelqu'un qui le fait à ta place. Donc toi, tu ne fais que cliquer sur le suivant, suivant, suivant. C'est un peu logique dans ce cas-là. Bon, on va essayer de voir ensemble
trois rapports d'audit. Alors, c'est des rapports d'audit réels. Alors, le premier, c'est un rapport d'audit qui a été fait sur un réseau interne de quelque chose, enfin d'une entité, qu'on appellera l'entité X. D'accord? Alors, on va essayer de voir un peu. Alors, ce rapport d'audit date du 31 juillet 2012. Il a été fait, bon, par AD et CA qui sont au niveau de la DCE. Alors, vous remarquerez que le modèle de rapport d'audit se rapproche énormément du modèle que vous venez de voir. Donc, il commence par définir l'objectif de l'audit. Donc, l'audit intrusif effectué a pour but d'évaluer la sécurité du réseau interne de la direction X et ainsi que sa robustesse face aux attaques internes. Alors, type d'audit. Le type d'audit effectué est un audit interne en boîte noire. Ceci dit, on pourrait le classer comme étant un audit en boîte grise du fait que l'auditeur est en possession de certaines informations sur le réseau audité. Ils ont défini l'organisation de leur rapport, synthèse générale, résumé du niveau de sécurité, analyse globale, analyse des vulnérabilités, recommandations. Ils expliquent chaque partie ce qu'elle contient. Bon, on va zapper cette partie parce que je viens de vous expliquer. Bon, certaines parties du rapport ont été supprimées de manière volontaire. Ensuite, niveau de sécurité globale, conclusion générale, etc. Donc, on attaque la partie analyse globale. C'est la partie que je voulais vous montrer. Alors là, on vous dit que cette partie décrit le niveau de sécurité du système audité, un à un. Elle détaille les services, protocoles, ports, couches, etc. Alors, la cible d'évaluation. Alors, il commence, la cible d'évaluation correspond à un ensemble de machines ou à une machine sur laquelle ou lesquelles portent le test d'intrusion. Dans notre cas, la cible d'évaluation correspond à une plage d'adresses, à savoir 192.168.10.1 jusqu'à 255. C'est sur ce réseau que va porter notre audit. Alors, schéma général du réseau. Donc, ils commencent à faire. Et alors, ils vous disent, nous schématisons le réseau interne de la DCE. Il est composé de deux imprimantes, 10 serveurs, 10 PC. 4 machines à auditer, 4 machines des auditeurs. Ces machines appartiennent au réseau 192.168.10.1/24. Donc là, c'est beaucoup plus... Là, ils vous disent les affectations des adresses IP / nom dot sont illustrées dans la figure. Donc là, si vous avez deux imprimantes, les différents serveurs, Ores, Qala, Timgad, Wassenist, Lalakhdija, Kobay, Babor, 2, Hogar. Les postes, c'est Zeus, Aphrodite, Hermès, Eleusis, Enya, Athéna, Eros, Estia, Hadès, Poséidon, FTP-PC et une machine sans nom. Vous avez les PC des auditeurs, c'est Hera, Audit, Déméter et deuxième audit aussi. Alors, plusieurs, monsieur. Les Pardon? auditeurs. Les auditeurs sont plusieurs. Oui. Ah. Alors, Donc, on n'est pas seul quand on audite. non, pas forcément seul, c'est une équipe d'audit généralement. D'accord. C'est rassurant. Alors, l'architecture du réseau peut être déduite via des techniques d'énumération et de récolte. Alors, de récolte d'informations classiques telles que l'envoi de paquets ARP. Et là, ils ont fait leur capture d'écran. Voilà l'interface ARP-A. Voilà les informations qu'ils ont pu obtenir déjà. En utilisant le service de découverte de réseau de NetView, voilà ce qu'ils ont eu en utilisant NetView. Le scan de l'adresse IP 192.168.10.1.255, ça c'était le scan. Ensuite, l'analyse du système. Dans cette étape d'audit, nous avons procédé à un scan du réseau interne, à la recherche de machines connectées et ports ouverts. Par la suite, chacune de ces machines a subi un pentest. Donc là, ils résument un peu ce qu'ils ont trouvé. Donc, l'adresse IP, adresse MAC, nom du serveur OS, niveau de sécurité moyen. Donc, les ports qu'ils ont utilisés, les bannières qu'ils ont récoltées et les commentaires qu'ils ont faits. Interface de gestion d'imprimante est accessible via le port 80 sans authentification. Fuite d'informations concernant le type et le nom d'imprimante. État, événement et configuration d'imprimante. Ensuite, adresse IP MAC, il récupère.
image runner, etc. Et là, par la suite, il passe vers les serveurs, donc il passe vers la machine OS, c'est un Windows 2008. Ils énumèrent les bannières, etc. Donc, entre autres, par exemple, ils ont trouvé du VMware, du Windows RPC, patati, patati. Bon, je passe la partie énumération qui est là. Analyse des vulnérabilités. Alors, prise d'information. Donc, on vous dit cette première phase permet de découvrir le réseau et l'environnement de la cible d'évaluation. La récolte d'informations publiques et les techniques de cartographie permettent l'identification des systèmes actifs. Information publique, ils ont utilisé WHOIS, Traceroute, ICMP, etc. Alors, prise d'information durant cette phase, nous employons des techniques de scan diverses. Donc, bon. On commence. Attendez. Alors, pour la fuite d'informations, donc l'accès aux différents fichiers de partage des serveurs est possible et nous a permis de récolter les informations suivantes. Donc, ils affichent les dossiers de partage. Dans ces dossiers de partage, voilà ce qu'ils ont trouvé. Ils ont pu récupérer des informations de certificats, entre autres. Des update service package. Type d'attaque lancée, ils ont lancé un ARP poisoning qui leur a permis d'avoir les informations suivantes. Donc, ils affichent les informations. Ensuite, ils vous disent l'accès à l'URL AVG admin passe 321, etc. avec le nom d'utilisateur AVG admin et le mot de passe nous donne les résultats suivants. Donc là, vous remarquez que c'est les étapes d'exploitation qui sont définies dans la moindre détail. Bon, les recommandations ont été supprimées pour certaines. Bon, ça c'est un premier exemple de rapport. Monsieur, Oui, monsieur, là est la partie que vous avez dit qu'elle ne doit pas dépasser les 2 pages, monsieur. ils ne l'ont pas fait. Cette partie ne figure pas dans ce rapport pour la simple raison que ce rapport est adressé à une structure purement technique. Donc, il n'y avait pas lieu que cette partie puisse exister. C'est pour ça que je vous ai dit, comment dirais-je, chaque type d'audit, chaque audit est un peu spécifique par rapport aux autres. Dans le cours, je vous ai donné, comment dirais-je, les parties les plus importantes qui doivent exister dans tout rapport, mais dans certaines situations, certaines parties vous allez voir ont été supprimées. Alors, un deuxième rapport d'audit. Bon, celui-là, alors ça, c'est l'audit du site web du ministère des Affaires étrangères, par exemple. Alors, il commence par identifier le site web. Alors, le site web du ministère des Affaires étrangères, il donne l'URL. Ensuite, ils vont vous dire, l'audit test suit généralement les étapes suivantes. On définit les étapes. L'audit en cours cible une page, une application web. De ce fait, la recherche de vulnérabilité se base principalement sur les failles de type web définies par l'OWASP. Vous m'excuserez, 30 secondes, je reviens. Ce qu'on disait tout à l'heure. Attendez, je n'ai Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, que l'audit en cours ciblait une application web, de ce fait, donc, ils ont fait des recherches de vulnérabilité qui se basent principalement sur les failles web définies par l'OWASP.
telles que les injections XSS, les injections SQL, les violations de gestion d'authentification, tout ce qui est CSRF, le manque de restriction d'accès aux URL et les communications non sécurisées. Donc voilà Ismaël, par rapport à ce que tu as demandé tout à l'heure, voilà leur fiche récapitulative qui s'adresse aux décideurs, parce que là, ça s'adressait au ministre des Affaires étrangères. Alors, heure de début le 3 janvier 2013 à 13 heures, heure de fin le 5 février 2013 à midi, cible WMAE avec l'adresse IP, serveur d'application Apache 1.3.27, langage utilisé, module complémentaire, gestionnaire de système de base de données, système d'exploitation. Donc là, c'est la fiche d'identification de la cible. Test et résultats de manière très succincte. Listing de l'arborescence, voir telle et telle figure. Donc, il y a des injections aléatoires, il est vulnérable. Les injections SQL, il est protégé. File XSS vulnérable non persistant. File upload, il n'y a pas. Scan de vulnérabilité obsolète, etc. Port ouvert. L'objet de la mission est l'audit en boîte noire du site web du ministère, etc. Maintenant, il commence la deuxième partie, donc l'identification de la cible et de la récolte d'informations. MAE est contrôlé par un serveur DNS situé en Algérie. Il donne le serveur DNS, l'adresse IP du serveur DNS. Les messages électroniques sont gérés par le serveur mail situé en Algérie. Il donne l'adresse, voir les figures. Il donne les preuves, comment ils ont eu l'information. Donc là, vous avez, par exemple, le tableau, l'arborescence DNS. Donc, toute information fournie doit être fournie avec des preuves. D'autres informations ont pu être récupérées lors de la phase de récolte d'informations sur le site, à savoir le serveur d'application qui a été défini, le langage utilisé, etc. Ensuite, informations supplémentaires par rapport au serveur web. Les tests effectués, donc là on arrive à la partie qui est un peu plus intéressante. Donc voilà les tests qu'ils ont fait, leur listing, le résultat des tests. Ils donnent les répertoires qui ne sont pas indexés, etc. Bon, on ne va pas rentrer trop dans le détail de ce rapport. Les injections SQL qu'ils ont fait, les injections XSS, le résultat qu'ils ont eu comme en faisant les injections XSS, qu'ils ont supprimé évidemment juste après. Brute force qui n'a pas fonctionné, etc. Et pour finir, la partie conclusion et recommandation. Suite à l'audit effectué, de ce fait, il est fortement recommandé. Et là, vous voyez quel type de recommandations sont fournies. Non, ce type de rapport, je ne peux pas vous les envoyer à moment. Alors, filtrer les contenus des données injectées par un utilisateur, effectuer la mise à jour régulière, sécuriser l'accès à la page d'administration, mettre à jour le certificat SSL, masquer les bannières, etc. Donc, il y a un autre type d'audit, un autre rapport que je vais vous montrer. Je ne sais pas si je l'ai ici. Okay. Alors, celui-là, il est beaucoup plus intéressant. Oui. Monsieur, les audits, monsieur, ce type d'audit. J'ai pas entendu. Monsieur, Ah oui. les rapports d'audit sont généralement ouverts dans le net ou bien c'est Non, confidentiel? c'est des documents confidentiels. Généralement, ce que vous allez trouver sur le net, c'est des modèles de rapports d'audit ou bien des rapports d'audit, ce qu'on appelle déclassifiés. Donc, c'est des rapports d'audit. Les gens n'en ont plus besoin. Même monsieur, genre, même s'ils sont dépassés, genre, il y a des années précédentes. Même s'ils sont dépassés, parce que le système ne va pas changer de manière drastique, généralement. Le système, il va y avoir des surcouches, il va y avoir quelques mises à jour, mais les noyaux système et tout le reste ne vont pas changer. Et je connais avec son réseau interne. Les adresses IP, par exemple, ils ne vont pas changer. Alors, voilà la table de matière de ce rapport. Donc, l'objectif de l'audit, contexte, but, type de l'audit, résultat attendu, le guide organisationnel, la synthèse générale, l'analyse globale, l'analyse des vulnérabilités. Dans l'analyse de vulnérabilité, vous avez la partie reconnaissance, scanning, énumération, exploitation. Et pour finir, recommandation.
Bon, on va passer les premières parties qui ne vont pas trop vous intéresser. Synthèse générale. Alors, dans la synthèse générale, par exemple, bon, c'est pas ce qui nous intéresse. Alors, l'analyse globale, donc il commence à expliquer le test d'intrusion s'est conduit sur l'infrastructure de l'entreprise en mode black box, c'est-à-dire la seule information qui nous a été fournie, c'est les deux noms de domaine, www.lvscmediterranee.com et www.augmentedtelematics.com. Nous avons pu déduire que ces deux noms de domaine possèdent trois adresses IP, à savoir, ils ont donné les adresses. Nos scans de port sur les trois adresses IP ont révélé plusieurs services accessibles depuis l'extérieur. La plupart de ces services ne sont pas dangereusement exploitables. Néanmoins, nous avons constaté des risques potentiels. À titre d'exemple, certains services offrent la possibilité de télécharger des ressources digitales, images, maps, TILs. Ces ressources sont la propriété de l'entreprise et doivent être protégées car des entreprises rivales peuvent les voler et les utiliser sans votre consentement. Dans la même optique, nous avons trouvé un service qui offre l'accès non réglementé à une version bêta d'un de vos produits. Ce service peut être intéressant à vos concurrents pour savoir où vous situez dans vos plans futurs et cela peut nuire à votre compétitivité. D'autres services permettent l'accès à des informations internes de l'entreprise. À titre d'exemple, nous avons pu avoir accès à la description complète de l'API interne de l'entreprise. Cette description explique comment utiliser l'API et divulgue clairement les liens actions à visiter pour exécuter le code derrière les API et avoir accès à des informations depuis la base de données. Ces informations comme la géolocalisation de véhicules des clients, les chauffeurs, etc. Nous avons aussi trouvé une vulnérabilité très sensible qui nous a permis de nous connecter en tant qu'administrateur sur le serveur. Une fois connectés, nous avons pu nous créer un compte et télécharger des codes sources des applications de l'entreprise. Nous avons également eu la possibilité de supprimer tous les autres comptes administrateurs ou même tout le code source. C'est un point important. Avoir accès au code par les personnes non autorisées est très critique. L'entreprise peut subir beaucoup de dégâts. Vente du code source sur le marché noir, exploitation de vulnérabilités dans le code, mais le pire, c'est qu'on a pu récupérer les username password de la base de données ainsi que les schémas utilisés. Grâce à ce username password, nous avons réussi à nous connecter à la base de données à distance. Notre connexion étant faite avec un compte privilégié, nous avions le contrôle total sur la base de données. Nous avions la possibilité de création de tables, utilisateurs, modification de données et même de suppression. Nous avons fait quelques requêtes de lecture de données. Nous avons eu l'idée sur le type de données qu'un vrai attaquant aurait pu voler. Malheureusement, cela nous a mené à une autre vulnérabilité très très dangereuse, qui est le stockage de mots de passe de façon non hachée dans la base de données. Cela nous a permis de voir les mots de passe de chacun de vos clients. Dans ce qui suit, une description détaillée de chaque faille trouvée et des risques encourus. Enfin, une liste de recommandations pour pallier à ces problèmes de sécurité. Donc là, vous voyez que c'est la partie où ils ont résumé les choses. Par la suite, vous allez voir que chacune des vulnérabilités est bien détaillée avec les captures d'écran qu'il faut et qu'ils ont rajouté à cela un dossier que je vais vous montrer maintenant. Alors, dans ce dossier, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver, par exemple, pour la partie audit, ce qu'on appelle les hard proof. Donc, tout simplement, c'est les codes sources, les services, au niveau de chaque port, comment est-ce qu'ils ont utilisé les scripts qui ont été utilisés, les fichiers qu'ils ont manipulés, etc. Alors, ils commencent déjà par faire la reconnaissance. Ils ont remarqué qu'une image n'a pas été chargée. Le fait qu'une image n'a pas été chargée, ça leur a permis de découvrir un autre nom de domaine parce qu'elle se trouvait dans un autre nom de domaine. Dans ce deuxième nom de domaine, ils ont trouvé une autre adresse IP qui était un point d'accès. Donc, leur reconnaissance n'a pas donné grand-chose en termes d'informations publiquement accessibles. Le Whois montre un nom de domaine et une adresse de contact générique qui ne divulgue pas d'informations sur les personnes. Donc, vous remarquez qu'au niveau du Whois, c'est un privacy Whois. Donc, directement, vous pouvez avoir aucune information sur le propriétaire de l'entreprise. Ensuite, ils sont partis vers la partie scanning et énumération de chaque adresse IP publique. Ah, en fait, une petite remarque. Tout l'audit s'est fait via Internet. Donc, c'était un audit qui se fait à distance. Donc, vous remarquerez pour chaque adresse IP
il y a eu le scan qui a été fait. Avec évidemment, vous remarquerez la date et l'heure à laquelle ça a été fait. Donc là, ils expliquent qu'ils ont eu la liste des services. Ensuite, ils commencent la partie exploitation. Donc là, ils ont commencé par tenter une exploitation XSS. Ils ont trouvé un lien caché. Le lien caché a donné d'autres informations. Ainsi de suite, jusqu'à arriver à la récupération des maps dont ils en ont parlé avant. Récupération du code source, la partie vulnérable du code source dans laquelle il y avait un username et un mot de passe. Donc, ils expliquent quel est le schéma qu'ils ont suivi, comment ils l'ont trouvé, et ils donnent la capture d'écran du code source du client. Pardon, une seconde. Ensuite, ils ont récupéré la clé secrète utilisée lors du cryptage de données qu'ils ont pu trouver à ce niveau-là. Les requêtes SQL qu'ils ont trouvées dans le code source qu'ils ont pu exploiter. La manière dont ils sont, la connexion à la base de données à distance. Et là, carrément, ils montrent aux clients le contenu des bases de données auxquelles ils ont pu avoir accès. Avec les mots de passe des différents clients. Et là, vous voyez que les mots de passe sont accessibles en clair. Par exemple, l'entreprise Numilog, etc., qui fait partie des clients de ce... Et là, ils ont pu avoir accès carrément à la base de données des infractions d'excès de vitesse de chaque chauffeur, etc. Bref, sans rentrer trop dans les détails, les trajets effectués par certaines personnes qu'ils ont pu carrément, comment dirais-je le mot, tracer via Internet pour voir par où est passée chaque personne. Donc, ils ont pu prélever le numéro de la plaque d'immatriculation d'un véhicule. À partir de cette plaque d'immatriculation, chercher dans la base de données. Ensuite, retrouver le trajet par lequel se trouvait le véhicule avec l'identité du chauffeur, etc. Bon, bref. Et pour finir, ils ont mis leurs recommandations. Donc, remplacement du protocole HTTP, les liens cachés, les vulnérabilités XSS, les vulnérabilités de détournement de clics, etc. Alors, est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, on arrête là pour le moment. Amin Messafer, tu restes, s'il te plaît, pour qu'on se mette d'accord sur la date et l'heure à laquelle on va récupérer la séance de TP qu'on a perdue la dernière fois. Sinon, les autres, je peux vous libérer, il n'y a pas de souci.